Eh bien bonjour, je suis Jean-Pierre Guénaud et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde consacrée au fait de savoir dans quelle mesure les nouvelles technologies peuvent aider à tisser, à développer du lien social. Je vous rappelle que ce débat se déroule dans le cadre de la 3e édition de l'Université de la Terre, dans ces prestigieux bâtiments de l'UNESCO à Paris. Université de la Terre qui a cette année pour thème « Faut-il réinventer le progrès ?» Les nouvelles technologies au profit du lien social. Pourquoi ce thème de débat qui peut nier l'impact positif du web et du téléphone portable sur le développement des réseaux sociaux, sur la diversification des liens virtuels entre les individus à l'heure où Internet nous permet de transcender les obstacles de la distance et du temps et d'abolir de multiples frontières, qui peut nier l'impact du TGV sur les nouveaux rapports que nos contemporains entretiennent avec l'espace, avec leur terroir d'origine et dans leurs relations domicile-travail, qui peut nier l'impact de la TNT, du numérique, des nouveaux réseaux de téléphonie sur nos nouveaux modes de cohabitation avec l'information, avec le divertissement, avec la fiction. Mais l'impact des nouvelles technologies est toujours ambivalent, à la fois libérateur et aliénant. La virtualisation des rapports sociaux ne risque-t-elle pas de les désincarner, à l'image des cauchemars que nombre d'entre nous ont pu vivre en contactant les hotlines de leurs fournisseurs d'Internet ou de téléphones portables quand ils avaient besoin d'un service après-vente. On a par ailleurs souvent évoqué les risques d'une société duale dans laquelle les exclus seraient encore plus exclus parce que trop pauvres ou trop vieux. On a le droit de vivre sans Internet, on a le droit de vivre sans TGV, sans téléphone portable et sans réseau 3G. Tout le problème est de savoir si ces nouvelles technologies viennent entrer en synergie avec le facteur humain, je veux parler de présence humaine incarnée, ou viennent se substituer à lui, à l'image de ces supermarchés sans caissière ou de ces magasins sans vendeurs qui donnent à méditer sur le plus qu'ils apportent par rapport aux boutiques du web. Progressons-nous ainsi vers une nouvelle communauté mondiale, ouverte et perméable, ou vers une tour de Babel tribale, composée de communautés repliées sur elles-mêmes? Les nouvelles technologies qui se caractérisent par leur chaleur et qui semblent parfois plus inscrites dans le culte de l'instant que dans celui de la durée, sont-elles par ailleurs compatibles avec les impératifs du développement durable? Le lien social qu'elles contribuent à nouer tient-il du véritable tissu dense, épais, pérenne, ou au contraire du simple mirage éphémère et superficiel? Pour instruire ce débat, Oriane Garcia, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle a toujours été une pionnière, entrepreneuse, développeuse sur le web. Oriane Garcia, vous êtes littéraire de formation. Vous avez successivement, la liste est longue, cofondé Internet Plus, fournisseur d'accès Internet, puis Locase SA, premier moteur de recherche francophone sur Internet. Forte de vos premiers succès, vous avez fondé et dirigé Caramel, première communauté francophone sur Internet. En 2002, vous êtes devenu DG de l'ICOS et 3 ans plus tard, vous avez effectué un petit virage vers le commerce électronique et vous avez créé lentilles-moins-cher.com, site de vente de lentilles de contact de grandes marques à prix discount. En 2007, eh bien, vous êtes revenu vers les réseaux sociaux puisque vous avez fondé le site de petites annonces au féminin badillis.fr. Et puis vous êtes surtout, avec Véronique Morali, l'une des fondatrices, actrice majeure de Terra Femina, web TV, réseau social, tourné vers les femmes. Le slogan dit « Le site Internet qui parle aux femmes différemment ». Claude-Yves Robin, vous êtes le DG de France 5, la chaîne des 35-49 ans, et de France 4, la chaîne des 15-34 ans. À 24 ans, à peine diplômé de l'école de management de Lyon, vous avez participé à la création de la première chaîne hertzienne régionale privée, Télé 8 Mont-Blanc. Fort de cette expérience, vous avez été embauché par la Générale des Eaux comme responsable du développement Rhône-Alpes. Et puis en 91, vous êtes rentré chez Lagardère qui vous a confié la gestion financière et administrative de Canal J. 3 ans plus tard, vous en êtes devenu directeur général, puis président. Vous avez fondé en 97 l'Association des chaînes du câble et du satellite. En 2004, vous êtes devenu PDG des chaînes thématiques du groupe Lagardère, président de TJ, puis de Match TV, de Fille TV. Et puis vous avez également participé au projet de la chaîne jeunesse gratuite Gulliver, en associant son groupe à la holding France Télévisions pour une diffusion sur la TNT. Nicolas Sadirac, vous êtes le directeur de l'Epitech, l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies. Cette école à forte connotation internationale a été créée en 1999 dans l'orbite de l'EPITA. Elle fait partie du groupe Ionis.
Elle est leader de l'enseignement supérieur privé en France. En tout cas, le groupe IODIS est implanté, je crois, dans une dizaine de villes en France. Vous êtes par ailleurs expert en ingénierie informatique, spécialiste des réseaux informatiques et de la sécurité. On vous présente souvent comme un ancien hacker, un ancien pirate informatique, ce qui situe réellement la grande précocité de vos compétences. Dans les années 90, vous avez été l'un des hackers les plus emblématiques en France. Vous avez notamment accédé au plan de l'avion Rafale, à la localisation de bases militaires et remplacé l'image de la Joconde sur le site du Louvre par une photo coquine. Nathan Stern, vous êtes sociologue de formation et vous êtes le concepteur de Peuplade. Un jour de l'été 2001, vous étiez alors mi-étudiant, mi-sociologue, mi-chômeur. Vous avez, ça fait 3/4, plutôt, vous avez tapé le nom de votre rue, Saufroy, sur un moteur de recherche. Vous avez alors découvert le CV qu'un habitant de la même rue avait mis en ligne. Vous lui avez envoyé un mail pour voir. Le voisin a répondu pour voir. Il s'en est suivi une amitié. D'ailleurs, ce voisin, je l'ai croisé chez vous il y a quelques jours, si je ne me trompe. Il s'en est suivi des conversations commencées sur ICQ, suivies de cafés pris à la volée à 2 heures du matin, des collaborations. L'idée a germé dans votre tête que la rencontre entre le web et le quartier pouvait avoir quelque chose de magique. Peuplade est aujourd'hui défini comme le site qui vous relie à votre quartier et ses habitants. Alors on est au cœur du sujet puisque vous le définissez également comme le web au service du lien social. Les chiffres parlent tout seuls. Août 2004, 2000 utilisateurs. 2008, très récemment, là, 160 000 utilisateurs. Mais vous affirmez être beaucoup plus fier encore de ce qui est en train de se passer à Grenoble, avec près de 1500 réunions de quartier, car on y reviendra tout à l'heure. Chez vous, le lien commence toujours par des réunions très incarnées. Et les gens qui ont essayé de singer votre site ont peut-être oublié cette dimension dans votre parcours. Peuplade bénéficie du soutien de la mairie de Paris, de la RATP, de SFR. Vous avez aujourd'hui de grands concurrents qui essayent de vous singer. C'est la rançon du succès. Alors, nous donnerons tout à l'heure la parole à un panel d'étudiants composé d'étudiants de Dauphine, d'Agro, de l'université René Descartes. Mais dans un premier temps, j'ai des questions pour vous, personnelles, des questions transversales. Je voudrais que chacun, pour continuer à filer un petit peu la présentation que j'ai commencé à faire de vous, me dise en quoi le lien social est important pour lui au stade de chacune de vos trajectoires. Vous êtes tous les quatre, et je le dis sans démagogie aucune, des êtres assez remarquables, car vous n'avez pas seulement été des précurseurs, vous n'avez cessé de maintenir un état de veille, de relancer. Vous n'êtes visiblement jamais totalement satisfait de ce que vous faites et vous ne vous endormez jamais. Alors je voudrais que vous nous disiez en quoi le lien social a une certaine importance pour vous. Ce n'est pas un hasard si nos amis de CHK vous ont demandé d'être présents dans cette table ronde. Et puis je voudrais que vous en profitiez pour nous dire en quoi votre actualité brûlante, puisque vous ne cessez de développer, est en phase avec ce développement du lien social. Oriane Garcia, je disais tout à l'heure que vous êtes passé par la case e-commerce. Vous y êtes toujours d'ailleurs, mais vous venez d'en revenir à celle des réseaux sociaux. Alors, cette notion de lien social pour vous, Oriane Garcia. Voilà, pardon. Alors en fait, moi j'ai commencé avec mes 2 associés dans l'Internet, en effet, il y a très longtemps, hein, en 93, on a pris notre première connexion Internet. Le web avait absolument presque aucun rapport avec ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il n'était pas du tout graphique comme aujourd'hui. Il n'y avait pas grand-chose à y faire. Mais néanmoins, on s'est tout de suite dit c'est une révolution, au même titre que la vapeur et l'électricité. Révolution qu'on a loupée parce qu'on n'était pas nés. Celle-là, on est bien décidé à en faire partie. Et on a donc tout de suite commencé à développer des outils pour rendre l'Internet accessible au plus grand nombre. Parce qu'on s'est dit, dans quelques années, on ne sait pas exactement quand, tout le monde utilisera l'Internet comme il décroche son téléphone. Pas son téléphone portable à l'époque, mais son téléphone. Alors, c'était une vraie croyance, on était complètement persuadés par ça. On était quelques-uns à en être persuadés, mais ce n'était pas la majorité, en tout cas en France.
Et c'est ce qui a guidé le développement de Locas, premier moteur de recherche francophone, et ensuite Caramel. Le lien, ce qu'on appelle le lien social, en tout cas le lien entre les gens, ça a toujours été vraiment un élément fondamental de nos actions sur Internet, parce qu'on est toujours parti du principe que l'Internet était fait pour rapprocher les gens, évidemment, plutôt que de les séparer. Et on s'est très rapidement rendu compte, avec Caramel, en donnant au grand public l'accès simple à des outils un peu technologiques et à l'Internet en général, aux mails, au dialogue en direct, au forum, on s'est rendu compte que les gens se servaient de ces outils pour se rencontrer en vrai. Alors, à ce propos, d'ailleurs, une anecdote assez rigolote. Je déjeunais un jour avec Chirac à l'Élysée, avec quelques autres chefs d'entreprise d'autres secteurs. Et j'étais à sa gauche. C'est un déjeuner fort agréable, car c'est un excellent hôte. Il a des tas d'anecdotes extraordinaires à raconter. Et il me dit comme ça, « Mais Oriane, le problème avec votre Internet, là, c'est que... vous allez avoir des amis au Japon, mais vous ne parlerez plus à votre voisine de palier, vous ne la connaîtrez même plus. » Et je lui ai dit, mais détrompez-vous, c'est tout l'inverse qui se produit. On le voit très bien sur Caramel, les gens se connectent grâce à Caramel, mais pour rencontrer des gens à côté de chez eux, dans leur ville, pour trouver des colocataires, pour trouver des partenaires de groupes de musique. Je ne vous raconte pas le nombre, évidemment, de mariages et de bébés Caramel, et j'en suis absolument ravie, parce que si on l'a vraiment fait aussi pour ça. C'est vrai qu'après ce petit crochet dans l'e-commerce, qui, entre parenthèses, est aussi destiné à faire plaisir aux gens, ça c'est quand même quelque chose qui caractérise nos différentes entreprises Internet, c'est que eh bien, d'accord, on fait du business, mais on essaye quand même d'apporter quelque chose à la communauté et on essaye de faire plaisir aux gens. Donc avec Caramel, c'était leur permettre de mieux communiquer. Avec l'anti moins cher, c'est d'améliorer leur pouvoir d'achat, puisque, surtout en ce moment, c'est pas négligeable. Bon, après ce petit crochet, donc vous l'avez dit dans l'e-commerce, où j'entendais des journalistes me dire, enfin, Oriane, après avoir fait Caramel, un petit site d'e-commerce, c'est pas très ambitieux, on vous attendait pas là. C'est vrai que je me suis relancée avec Véronique Moralis, c'est le fruit d'une rencontre, et puis avec d'autres femmes et quelques hommes. Car il ne faut pas les oublier, ils sont très précieux, dans un site destiné aux femmes et dont les hommes ne sont absolument pas exclus, évidemment. Et c'est un site qui a pour ambition de parler aux femmes différemment, dans le sens où on a, à l'heure actuelle, alors qu'on a ouvert il n'y a même pas 6 mois, il y a déjà 400 émissions de Web TV. Ce sont des programmes courts qui font entre 1 minute et demie et 3 minutes. Eh bien, on a envie de parler aux femmes de tous les sujets. Donc, on a des sujets d'économie, évidemment. On traite la crise des subprimes, la toute-puissance chinoise, mais avec un point, un angle et une entrée qui est très pragmatique. Donc, par exemple, on va se poser des questions de macroéconomie sur le thème pourquoi tous les jouets des enfants sont fabriqués en Chine, pourquoi... le prix de mon yaourt augmente. Alors voilà, il y a des sujets d'économie, des sujets de finance, des sujets de nouvelles technologies que j'anime, du cinéma, de la culture, de la cuisine, mais avec à chaque fois un autre regard et surtout une volonté de ne pas exclure qui que ce soit. On a vraiment envie de parler aux femmes de tous les sujets, sans tabou. Avec un regard qui nous est propre. Et de créer, eh bien, si ce n'est du lien social, ça serait vraiment génial, mais ça ne se décrète pas. Une communauté, ça ne se décrète pas. On peut fournir un terrain propice, des outils propices à l'établissement d'une communauté, mais on ne peut pas décider, tiens, je vais faire une communauté. C'est pas nous qui décidons. Donc voilà, c'est tout jeune. Mais l'accueil est déjà favorable, donc ça nous pousse à continuer. Voilà.
Alors, Claude-Yves Robin, vous avez une tâche passionnante et redoutable avec France 4 et France 5. Attirer vers vos programmes des populations, les 15-34, les 35-50, sachant que ces populations sont sursollicitées dans ce millefeuille qui est devenu l'offre média. Et outre la qualité de vos programmes, on peut citer des émissions comme Empreinte, vous semblez miser sur le web pour en faire un outil en pleine synergie avec vos programmes, mais aussi un outil de développement du lien social, précisément, et de la transmission. Et ça, c'est important parce qu'on peut reprocher à certains médias d'être un peu captifs de l'éphémère et de la mousse. Vous semblez ne pas tomber dans ce travers. Alors, Claude-Yves Robin, lien social, France 4, France 5. Bien, bonjour à tous. Effectivement, enfin, le lien social, c'est si on devait dire qu'une chaîne correspond au lien social parmi les chaînes de télévision, c'est bien France 5, puisqu'on essaie de... Le micro marche pas ou faut que je... Alors je vais remonter le micro. C'est dommage d'être trop grand. Donc le lien social est très important. Alors maintenant c'est trop. Je ne bouge plus. Est-ce que vous m'entendez ? Allô la Terre. Donc pour nous sommes convaincus de l'importance du lien social. Nous sommes convaincus de l'importance du média télévisuel, média qui n'est pas mort mais qui doit se remettre en question. Et on pourra peut-être y revenir plus tard dans le débat, mais le modèle de la télévision est en train de changer ou a déjà changé, et donc il faut vite rattraper le changement. Et donc à France 5, on a plutôt une longueur d'avance dans la synergie entre les différents modes de transmission et modes d'expression, puisqu'en fait on a la chaîne de télévision qui réunit tous les jours entre 11 et 12 millions de téléspectateurs. Nos sites internet, je parle volontairement de pluriel, nos sites internet qui par mois réunissent environ 2 millions de téléspectateurs. Donc là, on a l'échelle temps de la télévision qui est plus de 10 millions par jour. Internet, c'est quelques millions d'utilisateurs par mois, donc on n'est pas dans la même dimension. Par contre, l'intérêt, c'est d'avoir une vraie articulation entre la télévision qui sollicite, qui réveille la curiosité, qui donne envie, qui fait découvrir, et ensuite Internet qui peut permettre à l'année de faire vivre un programme. Et donc cette articulation, elle se fait de différentes manières. Elle se fait en amont parce que les téléspectateurs peuvent intervenir sur Internet pour que leur opinion ou leurs questions soient reprises à l'antenne, mais également en aval, c'est-à-dire qu'une thématique qui est traitée sur France 5, on peut la retrouver pendant plusieurs années sur Internet, on peut l'approfondir, on a des dossiers qui permettent d'enrichir les sujets abordés. Et puis surtout, on est aussi dans une logique communautaire à France 5, c'est-à-dire qu'on part du principe que le téléspectateur qui a suivi un programme, il peut avoir des raisons de s'exprimer à chaud sur un forum, mais il peut aussi avoir envie ou avoir la possibilité de témoigner dans ce qu'on appelle un wiki des documentaires, où toutes les thématiques de l'antenne sont abordées. Et donc l'avantage que cela a, c'est qu'un programme, au lieu de faire l'actualité pendant une semaine sur l'antenne de France 5, il fait l'actualité pendant une semaine sur l'antenne de France 5, puis ensuite il fait l'actualité pendant un an, voire plusieurs années sur Internet, parce qu'il vit, il évolue. Et le jour où ce programme sera rediffusé, éventuellement un an ou deux après sur France 5, le programme sera enrichi de toutes les contributions des internautes. Donc une articulation Internet et télévision, avec les sites Internet de France 5 qui ont progressé de 38% au mois de septembre. C'est la plus forte progression que l'on ait eue depuis l'origine de France 5, donc un saut d'attractivité important grâce au contenu riche. Et puis le lien social, c'est aussi dans le site éducatif, la web TV curiosphère.tv, donc qui répond aux attentes éducatives des parents, des enseignants et des associations, et puis le site emploi qui permet d'aider à l'intégration, d'aider à l'orientation professionnelle. Et donc on est très attaché à ces différents niveaux de relation avec nos publics, Internet et la télévision, mais aussi un lien direct. C'est-à-dire que sans un lien direct dans des rencontres
comme celle d'aujourd'hui, sans des journées pédagogiques avec le monde enseignant, sans des masterclass que nous faisons à travers la France autour de documentaires, avec les auteurs des documentaires qui viennent témoigner, raconter la façon dont ils ont réalisé leur travail, que ce soit dans des lycées ou des universités. Et donc cette proximité presque microscopique, individuelle, d'un contact charnel, c'est quelque chose qui, à mon avis, est indispensable aujourd'hui pour contrebalancer la technologie qui permet de l'immédiateté, qui permet l'accès à tous les savoirs que l'on veut obtenir, mais qui manque des capteurs sensoriels, qui manque des éléments de transmission de connaissances qui passent par l'échange, par le dialogue, par la restitution, par la reformulation entre les individus. Et donc, juste pour conclure sur cette première intervention, le site, la web TV éducative curiosphère.tv, vous ne devinerez jamais, enfin moi-même j'ai fait l'exercice, je n'ai pas deviné, donc peut-être que vous avez plus d'intuition que moi, mais en tout cas moi je n'aurais pas deviné que le sujet de 5 minutes le plus consulté sur curiosphère.tv, c'est comment mieux apprendre en écoutant mieux. Et donc j'étais amusé tout à l'heure de voir le générique qui s'ouvrait avant notre débat. Et donc il y a des choses évidentes qu'on a tendance à oublier. C'est que si on n'écoute pas l'autre, et si on désapprend à écouter l'autre, on n'en apprendra rien des autres. Donc c'est très bien d'avoir Internet, c'est très bien d'avoir des communautés qui permettent d'aller de plus en plus profondément dans les sujets qui nous passionnent. Par contre, si on désapprend le lien social direct, si on désapprend la relation collective et individuelle, c'est une perte d'expérience et une perte de savoir incontestable. Et donc c'est pour ça que c'est en quelque sorte un élément de recherche et développement sur lequel on approfondit considérablement à France 5 pour mieux connaître nos publics et continuer à grandir avec eux. Oui, ce qui est remarquable, Claude Yves-Robin, c'est que vous avez été une des premières chaînes de télévision publique à libérer les contribuables, car après tout, le contribuable, quand il paye sa redevance, signe un chèque en blanc au service public dans toute sa latitude, à les libérer de cette obligation que les gens avaient d'être à telle heure devant leur récepteur, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent accéder à la carte à vos programmes, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, Nicolas Sadirac, on va commencer avec vous à rentrer plus encore en profondeur dans le débat. Votre mission quotidienne, c'est la pédagogie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ergonomie de certains outils générés par les nouvelles technologies est encore souvent très, très défaillante. La manipulation qui permet de maîtriser certains enregistreurs de DVD, certains téléphones portables ou certains terminaux de FAI relève du cauchemar absolu. Vous avez affaire avec vos élèves à des passionnés, à ce qu'on appelle des geeks, à des illuminés, des passionnés de ces nouvelles technologies. Comment faites-vous pour leur faire raison garder et pour qu'ils gardent une chose qui est paradoxale, c'est qu'alors qu'on a des outils de plus en plus souples, de plus en plus adaptables, on a souvent des ergonomies de plus en plus défaillantes. Nicolas Sadirac. Merci. Tout d'abord, je voudrais resituer un petit peu les choses par rapport à une école. Avant tout, il faut comprendre qu'une école telle qu'est l'Epitech, c'est avant tout un objet qui fait du lien social. C'est notre objet de base. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a des jeunes étudiants qui arrivent, et notre objet est de leur fabriquer un ensemble de réseaux et de liens qui va les amener dans leur avenir, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté, la société, etc. Donc on a un objet avant tout fabriqué. Et les outils technologiques restent effectivement chez nous et chez tout le monde des outils. Alors, nous, objectivement, on a effectivement des gens qui n'ont pas de difficulté avec la technologie. En général, ils arrivent chez nous, ils ont déjà utilisé un ordinateur depuis qu'ils ont 7 ans, 8 ans en général. Ils savent tous configurer leur lecteur DVD, il n'y a pas de problème avec ça. Néanmoins, ils vont avoir à construire la suite. Et ils vont avoir effectivement à tenir compte des utilisateurs et donc du reste de la communauté. Et pour ça, on met en place, effectivement, encore une fois, tout bêtement, des points de rendez-vous, des réunions. Donc nos étudiants sont amenés à avoir des séances de travail avec des journalistes, avec des artistes, avec des gens qui sont de communautés extrêmement éloignées de leur communauté propre. Et c'est ce qui va créer cette capacité à prendre en compte l'autre. Par ailleurs, on a aussi, et ça c'est un peu spécifique à l'Epitech, travaillé très tôt sur cette notion d'émergence de savoir collectif
sur des gens différents. C'est-à-dire notre métier d'informaticien, finalement, il est de fabriquer des outils de gestion d'information, mais finalement, on ne sait rien faire. Un informaticien, c'est quelqu'un qui est au service d'un autre. On ne fait pas d'informatique pour l'informatique, on fait l'informatique pour un physicien, on fait de l'informatique pour un service de comptabilité, on fait de l'informatique pour un site marchand ou n'importe quel utilisateur, mais jamais pour soi. Donc finalement, la première et même essentielle qualité d'un vrai informaticien, c'est celle d'être capable d'écouter, de comprendre les choses et même de faire émerger de la connaissance et de faire émerger une œuvre, quelque chose qui est collectif, qui est à la fois son savoir de manipulation de l'information, mais aussi le savoir de l'autre, donc de l'utilisateur, qui est comment l'utiliser, puisqu'en fin de compte, il n'est jamais question qu'un de nos étudiants ou un expert en informatique, finalement, devienne un expert du métier qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas devenir expert de marketing ou ou un médecin, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de travailler avec le médecin ou avec l'expert de l'autre domaine et faire émerger une solution commune. Et donc tout ça, ça fait appel à des vraies qualités de discussion, de compréhension de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des cours de théâtre, on va retrouver des cours de psychologie, on va trouver des cours de négociation, on va trouver des cours de conduite du changement. Donc tout un ensemble de cours qui vont travailler autour justement des qualités humaines et des qualités sociales. Par ailleurs, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nos étudiants, ils sont au cœur de ce qui va être demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez de sites web, vous parlez de chat, vous parlez de caramel, mais on a, nous, des étudiants qui expérimentent des systèmes d'immersion profonde. C'est-à-dire que vous parliez, aujourd'hui, vous n'avez pas des sensations telles que le toucher, l'odorat. On a des systèmes qui permettent de transmettre le toucher, l'odorat, des sensations visuelles, des sensations de chaleur, etc. Donc on est en train de travailler sur la suite. Et on travaille non seulement sur la suite en termes de technologie, parce qu'il y a des problèmes technologiques, mais il y a aussi des problèmes sociaux. Des problèmes, justement, quelle interface on va faire. Si on est capable de, par exemple, projeter des pensées d'une personne à l'autre, qu'est-ce que ça va donner en termes d'interface? Quel niveau d'intrusion on peut accepter? Est-ce qu'on peut juste présenter des choses communes ou est-ce qu'une personne peut forcer de la pensée sur une autre? Ou imposer, par exemple, quand vous avez discuté avec une personne, avoir un décor autour de vous qui change en fonction de votre humeur? Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a deux? Il y en a un qui est content, l'autre qui n'est pas content. Comment on traduit ces situations-là? Donc ça se passe à la fois avec, bien sûr, des informaticiens, des techniciens, mais aussi des artistes. Parce que comment on traduit ça? Aujourd'hui, c'est une problématique compliquée. Comment on va traduire de l'anxiété d'une personne alors qu'aujourd'hui, on est capable de la capter? Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de savoir qu'une personne est anxieuse. Comment on le reflète à l'autre? Parce qu'on sait assez bien capter le fait d'être anxieux, on sait assez peu le transmettre. Quand on est l'un en face de l'autre, finalement, on transmet beaucoup d'informations indirectes qu'on ne peut pas simplement transmettre de la même façon quand on est à distance. On a des problématiques. Donc on est, en tant qu'école dans la technologie, on est entre les deux. On reçoit des étudiants, on doit les amener dans la société, mais on est aussi constructeur de la suite, et on est aussi un centre d'observation qui nous permet en permanence de se relier à cette communauté d'artistes, de journalistes, de penseurs même, de gens qui réfléchissent à comment faire les choses. Et en permanence, nos étudiants vont échanger avec cet ensemble de gens. On a des conférences régulièrement sur ces sujets, on a des projets, on a participé à des projets artistiques, certains ont été présentés au Palais de Tokyo, où on voit des gens utiliser des interfaces homme-machine avec des effets artistiques qui permettent donc de s'immerger à l'intérieur d'un environnement inventé par un artiste et de modifier cet environnement, y compris à distance. Bon, tout un tas d'expérimentations qui préfigurent des interfaces de l'avenir à moyen et à long terme. Alors Nathan Stern, on oublie trop souvent que Peuplade, comme vous aimez à le rappeler, est partie des isolés, des cas sociaux, de réunions physiques. Vous avez une saine obsession, Nathan Stern. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la banlieue moderne ont renforcé les cloisons, les déserts, les ghettos de riches ou les ghettos de pauvres. Alors, le virtuel peut être à la fois un merveilleux passe-muraille, mais aussi un sacré outil de fuite de la réalité. Et je crois que c'est une de vos préoccupations constantes. En quoi œuvrez-vous aujourd'hui à l'égard de cette cohabitation entre les nouvelles technologies et le lien social pour que Peuplade ne soit pas un outil de fuite des réalités? Nathan Stern. Merci. Oups, c'est peut-être un peu trop près. Oui, effectivement, il faut commencer en préambule par dire que ma première attitude, ma première approche à l'égard des nouvelles technologies, quand j'en vois de nouvelles arriver, c'est l'inquiétude, parce que je trouve qu'il y a un découplage profond entre le progrès technologique, que ce soit le progrès des technologies de l'information ou le progrès des armes, un découplage terrible entre le progrès donc, des technologies et le progrès de la sensibilité ou le progrès de l'empathie. Donc une nouvelle technologie, pour moi, c'est de nouveaux risques, bien sûr aussi de nouvelles opportunités. Et effectivement, au sein de Peuplade, il y a deux combats que j'ai eu envie de mener.
le combat de tirer parti des technologies comme d'un moyen d'affecter la réalité, un moyen de tisser du lien, effectivement, mais peut-être aussi de réinventer la manière dont les liens se tissent, dont les liens se constituent. Et puis un autre danger qui est pour moi croissant et qui est un artefact un petit peu des nouvelles technologies, c'est la virtualisation de la vie. Très tôt, on a pu constater qu'un site web dont la vocation est de mettre en relation les personnes qui habitent au sein d'un même quartier et qui donc bien entendu est là pour déterminer une vie sociale réelle dans les squares, dans les cafés, eh bien une partie non négligeable de notre public a développé une forme d'aversion à la réalité et on a du mal à dévirtualiser ces modes de vie. Évidemment, les réseaux sociaux comme Facebook, même s'ils mettent en relation les habitants, enfin les amis entre eux, contribuent un petit peu à ce moment de virtualisation. Donc, sur Peuplade, on a ce parti pris de privilégier la réalité et ce parti pris aussi de privilégier des formes d'interaction, des formes de rencontres qui accroissent la sensibilité aux autres. C'est pour ça que très tôt, on a essayé d'avoir ce parti pris, là aussi un petit peu iconoclaste, d'être non affinitaire, de ne pas nécessairement favoriser les rencontres entre mêmes tranches d'âge, mêmes intérêts, mêmes préoccupations, mais dans la mesure du possible, de préserver une rencontre où la première affinité soit la proximité. Et on a de la chance parce que dans nos villes, même s'il y a une forte stratification sociale, on a encore énormément de diversité à l'échelle hyper locale. Entre la femme de ménage du 6e étage et la famille un peu plus bourgeoise du premier, on peut tout de même avoir une vraie hétérogénéité. Donc derrière Peuplade, il y a cette idée qu'une utopie, que les nouvelles technologies appliquées à un territoire réel permettent de faire émerger une nouvelle utopie qui n'est pas du tout imposée d'en haut comme les autres utopies et qui donc court beaucoup moins de risques d'être une utopie dangereuse. C'est une utopie hyper locale, portée par les habitants eux-mêmes, où chacun, à son échelle, va se sentir ou développer un sentiment de responsabilité pour son petit coin de territoire, son petit coin de planète. Il y a l'idée que si on crée, grâce à la plasticité d'Internet, des espaces sociaux où chacun peut se présenter en mettant un petit peu de côté les étiquettes qui freinent les liens, les étiquettes sociales, religieuses, politiques, idéologiques, générationnelles, culturelles, presque toutes les étiquettes, en fait, presque toutes les manières qu'on a aujourd'hui de se présenter, à la fois qualifient la personne qu'on est et en même temps créent des distances entre les personnes. Donc sur Peuplade, on a vraiment eu ce souci de privilégier une présentation de soi où tout ce qui relève de la vie privée passe au second plan et même disparaît au profit d'une présentation de soi comme acteur au sein d'un quartier avec un certain regard sur le quartier et avec un certain projet pour le quartier. Ça se traduit très concrètement par le fait que lorsqu'on s'inscrit sur Peuplade, on ne signale ni son âge ni son sexe, on signale sa localisation, les petits services qu'on serait prêt à rendre à ses voisins, les petits services qu'on serait désireux d'obtenir de ses voisins et puis les petits commerces qu'on y apprécie ou les lieux publics dans lesquels on aime bien se retrouver. Donc ce parti pris de donner à la vie sociale réelle la priorité, il se traduit par le fait que sur Peuplade, ce sont les rendez-vous et puis les regroupements plus pérennes qu'on appelle des peuplades qui sont au cœur de la vie sociale. Je voudrais profiter d'être ici aujourd'hui pour annoncer un événement qui est pour nous très important dans le développement de Peuplade, qui est la remise au goût du jour d'un certain nombre de petits métiers du vieux Paris, peut-être aussi du vieux Grenoble, du vieux Marseille. Ces petits métiers qui sont des métiers de la proximité, d'avant l'ère industrielle où toutes les opérations de distribution, de production ont été concentrées. L'idée, c'est de réinventer un petit peu les métiers comme porteur d'eau, laitier, concierge, sauf que le concierge, bien sûr, il ne sera plus à l'échelle de l'immeuble, il sera à l'échelle de la rue ou du quartier. Et on a lancé cette semaine, sous la forme c'est encore embryonnaire, mais c'est pour nous un événement un peu fondateur ou refondateur. On a lancé cette semaine, pour ceux qui en ont envie, la possibilité de devenir un petit peu des micro-entrepreneurs du lien social, des micro-entrepreneurs qui vont pouvoir favoriser l'émergence de nouvelles solidarités au sein de leur voisinage. Voilà, je vais redonner la parole. Alors, un des problèmes majeurs qui se pose, je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, c'est de savoir dans quelle mesure le web est un renforçateur de lien social, mais dans quelle mesure il est un agrégateur de communautés, mais jusqu'à quel point il n'est pas aussi
un fragmenteur de tissu social, isolant chacun dans son ego et dans sa tribu. Ce qui est remarquable, Claude-Yves Robin, dans ce que vous avez fait avec France 5, par exemple, c'est cette segmentation très, très pertinente. En même temps, quand on voit se dessiner la vie future, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a grosso modo 3 grosses tranches de population, des jeunes qui sont jeunes de plus en plus longtemps et qui ont de plus en plus de mal à rentrer sur le marché de l'emploi, entre guillemets, des vieux qui sont vieux de plus en plus tard, parce que c'est aussi quelque chose qui évolue, et qui, si on n'y prend pas garde, risquent d'être les boucs émissaires dans les générations futures, soit parce qu'ils seront nantis, soit parce qu'ils seront assistés. Et puis, entre ces deux extrêmes, des actifs. Je rappelle que dans les années 70, il y a des parlementaires allemands qui avaient eu l'idée saugrenue de faire qu'on soit dépossédé du droit de vote, de ses droits civiques, dès lors qu'on avait pris sa retraite. Parce que pour eux, quand on n'était plus actif, eh bien, on n'avait plus voix au chapitre. Alors, vous êtes certainement conscient de ce danger. Et que faites-vous pour que ces technologies nouvelles que vous utilisez, pour que ces techniques de segmentation que vous utilisez à merveille ne débouchent pas sur une tribalisation dans cette société du tout à l'ego qui caractérise parfois certaines tendances? Claude-Yves Robin. Bien, écoutez, déjà on est un petit peu à l'abri de ces risques-là quand on a un média de masse comme la télévision. Mais ensuite, si on veut l'éviter dans la partie Internet, on peut le faire dans la mesure où on renvoie systématiquement vers d'autres usages, d'autres pratiques. Et donc on n'est pas dans une logique de communauté ou de tribu fermée, dans la mesure où on donne systématiquement l'accès à du rebond, de la sollicitation, du renvoi sur d'autres sites, du renvoi sur d'autres services. Et donc, dans la mesure où on reste sur la toile, dans un univers ouvert, où on apporte un plus à l'internaute, qui est lui donner des choix et des arborescences qui lui permettent de découvrir des choses qu'il ne découvrirait pas forcément tout seul. Donc dans ces conditions-là, on ouvre le champ de l'échange avec nos internautes. Et surtout, on n'est pas dans une logique d'usage et de consommation isolée. On est dans une logique de revenir aux médias télévisuels. Vous soulignez tout à l'heure que France 5 a été la première chaîne à mettre ses programmes en ligne pour permettre aux téléspectateurs de rattraper les programmes qui n'ont pas pu être regardés sur l'antenne. Et en fait, il y a 2 écoles dans le monde de la télé. Il y a tous ceux qui étaient contre en disant c'est de la folie de mettre sur Internet les contenus, les gens ne regarderont plus la télé. Alors qu'au contraire, c'est un lien social ou un lien complémentaire avec la télévision. C'est-à-dire que si le téléspectateur a la chance de pouvoir suivre la télévision en direct, il n'aura pas spécialement envie d'aller sur Internet. Et par contre, s'il suit sur Internet et que ça lui donne le goût à des rendez-vous où simultanément on est des millions de téléspectateurs à regarder le même programme, c'est déjà une vibration partagée au même instant. Et donc, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'accès à tous les programmes sur Internet permet au contraire de valoriser le média télévisuel et permet d'être dans une logique de service vis-à-vis du téléspectateur et de l'internaute, c'est-à-dire de mettre à disposition et ensuite chacun consomme sur le support qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Mais l'important, c'est qu'il sache qu'il a le choix de ce mode de consommation. En Suisse, la télé suisse romande a été la première à mettre tous les sujets d'actualité dès qu'ils étaient prêts. Donc ils les mettent systématiquement en ligne sur tsrinfo.ch. Et alors, la rédaction avait menacé de se mettre en grève parce que le directeur général avait imposé cette logique d'accès immédiat au sujet. Et puis ils se sont aperçus qu'au contraire, le fait de mettre en ligne les sujets a ramené un public jeune qui ne regardait pas la télé, qui ne regardait plus la télé, puis qui s'est aperçu sur Internet, en fonction des rencontres sportives, des rencontres culturelles qu'ils allaient voir sur Internet, ils se sont aperçus que
le média télévisuel pouvait leur apprendre des choses, ils sont revenus à la télé. Donc en fait, nous, notre conviction, c'est le brassage, l'échange, le renvoi d'un service à l'autre, mais tout en étant dans une clarté pour l'internaute et le téléspectateur. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à France 5, il y avait un seul site qui était france5.fr, avec du contenu pédagogique pour le monde enseignant, avec des dossiers d'accompagnement autour des programmes. Mais donc, il y avait des niveaux de langage différents selon les parties du site, selon les usages requis. Et donc aujourd'hui, il y a plus une spécialisation qu'une segmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a curiosphere.tv qui est l'éducation en images accessible à tous gratuitement. Il y a le site emploi pour ceux qui cherchent à faire évoluer leur carrière professionnelle ou qui cherchent tout bêtement un moyen de rentrer dans la vie active ou de re-rentrer dans la vie active ou de se repositionner. Et donc l'articulation entre ces différents sites permet qu'on ne soit pas dans des tribus fermées, mais au contraire des tribus ouvertes. J'entends bien, mais une petite question à cet égard. Quand on voit que France 5, c'est la chaîne des 35-49 ans, quand on connaît les problèmes qu'a eu Philippe Gildas avec sa chaîne Vivolta, il l'a d'abord tourné vers les seniors, et puis il s'est sans doute souvenu qu'il fut un temps où quand on attribuait une carte vermeille aux gens, ça leur faisait pas forcément très plaisir d'être versés dans un ghetto. Il parle maintenant des baby boomers, ce qui est déjà plus adroit. Mais ça soutient bien le problème. Est-ce que ce distinguo entre, à ma main gauche, les 35-49 ans, et puis à ma main droite, les 50-65 ans, est-ce qu'il appartient encore à la société contemporaine ? Est-ce qu'il n'est pas dangereux ? Est-ce que cette segmentation n'est pas dangereuse ? Est-ce qu'elle ne tribalise pas un peu la société dans laquelle nous vivons ? Claude-Yves Robin. Oui, alors je vous rassure sur la segmentation en télévision, naturellement, personne n'est exclu d'une chaîne de télévision qui accueille tout le monde. Et heureusement, le lien social de regarder la télévision à plusieurs, regarder la télévision en famille, c'est un des premiers plaisirs de la famille, fait que la cible, le public de conquête sur lequel France 5 progresse sur Internet et en télévision, ce sont les 35-49 ans. Mais par contre, personne n'est exclu, bien au contraire, tout le monde est bienvenu sur France 5. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des comportements liés à l'âge de la vie, c'est-à-dire que à moins de 30 ans, on est plutôt enclin à sortir, agir, être dans une socialisation, être dans le développement de ses passions, plutôt que de regarder la télévision. Et donc une chaîne comme France 5 qui s'adresse plus à ceux qui recherchent de l'épanouissement personnel, qui cherchent du service. Vous connaissez peut-être le slogan de France 5, c'est « Faisons connaissance » avec un S, c'est-à-dire que c'est toutes les connaissances utiles, pratiques et la connaissance au sens du savoir. Donc, mais c'est l'ensemble de ces faisceaux. Et donc, a priori, les moins de 30 ans sont moins attirés par France 5 que par d'autres chaînes. Mais naturellement, personne n'est exclu, bien au contraire. Et il y a des programmes je n'en citerai qu'un qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, où quelqu'un seul a parcouru le monde entier en se fixant comme objectif d'aller dormir chez les particuliers dans le monde entier, en rencontrant donc les autres, en étant dans certaines parties du monde en étant face à des problèmes de racisme, dans d'autres parties du monde en étant accueillis par les plus pauvres et rejetés par les plus riches. Et donc c'est un exemple d'échanges, de rencontres passionnants. D'ailleurs, il y a une version cinéma qui sort le mois prochain, qui s'appelle « J'irai dormir à Hollywood ». Et ce programme-là, c'est formidable parce que c'est un programme fédérateur. Les adolescents se le renvoient sur Internet, c'est-à-dire renvoient des liens à leurs amis. Et donc France 5 accueille tout le monde. Mais nous sommes conscients que les modes de vie et les aspirations des uns et des autres font qu'il est illusoire de vouloir s'adresser à tout le monde. Et donc, dans un univers où on est passé en quelques années de 5 chaînes de télévision
à maintenant 68% des Français peuvent recevoir plus de 20 chaînes à leur domicile. Si on n'annonce pas la couleur, si on n'a pas une promesse claire vis-à-vis de l'internaute et du téléspectateur, on risque de décevoir. Et donc il y a une vieille école de la télévision qui était on s'adresse à tout le monde et nos téléspectateurs se reconnaîtront. Et moi je suis persuadé qu'il faut avoir des signaux clairs dans ce que l'on émet pour que le téléspectateur ne soit pas trompé sur ce qu'il s'attend à voir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une spirale positive sur France 5 qui gagne du terrain, alors que si on se dispersait dans des genres nouveaux en voulant aller en voulant faire une compétition illusoire avec les chaînes privées qui vont dans la facilité sur le numérique, on galvauderait notre image, on se tromperait d'objectif. Et donc l'important, c'est au contraire, c'est de creuser le sillon dans lequel on est, qui est une chaîne de service. Et la preuve, c'est quand on creuse le sillon et qu'on connaît son public, on gagne du terrain. D'accord. Alors avant qu'on en vienne aux dangers que le commerce peut faire parfois courir à la bonne compatibilité qui existe entre les réseaux sociaux et le lien social, je voudrais, Oriane Garcia, Nathan Stern, Nicolas Sadirac, que vous apportiez votre avis sur un point qui me dérange un peu. Jusqu'à quel point certains outils, je pense à Mythique par exemple, ne deviennent-ils pas au bout du compte des outils de discrimination, dans la mesure où ces outils, m'a-t-on dit, auraient parfois tendance à expulser les dissidents. Alors, est-ce qu'ils sont agrégateurs ou catalyseurs de différence? Est-ce qu'ils sont totalitaires ou démocratiques, ces outils, quand on en creuse un peu la raison d'être? Oriane Garcia. Alors d'abord, je voudrais rappeler que sur Internet, les gens sont actifs. Si vous vous mettez devant un navigateur, devant votre écran, et que vous ne faites rien, vous ne verrez rien. Ou alors, si vous arrivez directement sur la page de Yahoo ou de n'importe quel site qui est votre page d'entrée et que vous n'en sortez pas, eh bien, vous ne ferez pas grand-chose sur Internet. Et ça, c'est très important parce qu'on ne force pas les gens à faire quoi que ce soit sur Internet. Donc, l'enjeu, il est vraiment, en tout cas, c'est ce que nous pensons, et c'est comme ça qu'on a envie de développer nos projets, et notamment Terra Femina. On pense que sur Internet, c'est aux gens d'être actifs, d'être vigilants et d'être bienveillants. Le problème, c'est qu'ils ont plein d'outils pour ça, mais ils n'ont pas forcément les outils dont ils auraient besoin. Alors, je m'explique. Sur un forum de discussion qui traite, par exemple, du diabète, vous avez 1500 messages. Sur ces 1500 messages, il y en a peut-être un qui provient d'une personne qui est réellement experte, qui a réellement un savoir à apporter pour le bien de la communauté. Le message est posté, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que la personne a fait don de ce savoir et de cette expertise. Le problème, c'est qu'au milieu des 1499 autres messages, eh bien, il y a très peu de chances pour que ce message-là, qui est identifié comme étant un savoir expert, pertinent, apparaisse. Alors c'est un petit peu le problème quand on se balade sur Internet et qu'on est à la recherche d'une information et qu'on la cherche sur des sources qui ne sont pas forcément des sources officielles, donc qui ne sont pas forcément les médias classiques, mais si on se balade justement dans les forums, il y a plein de savoirs, il y a plein de connaissances, il y a plein de gens qui font vraiment don de quelque chose d'eux-mêmes à la communauté, sauf que le souci, c'est qu'on les trouve pas forcément, ces messages, on ne trouve pas forcément ce contenu, parce qu'on n'a pas forcément des heures à éplucher tous les messages de tous les forums. Alors, je pense qu'on en est à l'aube, peut-être d'un nouvel Internet, avec des nouveaux outils. Ne me demandez pas lesquels, j'ai 2-3 idées, mais je pense qu'il faut encore beaucoup réfléchir sur le sujet. Un Internet qui permettrait aux gens, justement, s'ils le souhaitent, parce que tout le monde ne le souhaite pas, et c'est très bien, on n'a pas toujours envie de donner quelque chose aux autres, on peut aussi avoir envie de recevoir ou tout simplement de se divertir ou de simplement raconter sa vie, et sachant qu'elle va intéresser quelques personnes, mais pas la majorité, et peu importe. Donc, je crois qu'on est
à l'aube d'un Internet avec des nouveaux outils qui permettraient quand même aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes s'ils en ont envie. Ça a toujours été... Alors, moi, je suis très positive, peut-être un petit peu naïve, idéaliste sur ce média. Bien sûr, j'en constate les effets pervers au quotidien et je ne les nie pas. Mais je continue à penser qu'il y a du bon dans la majorité d'entre nous sur Internet comme ailleurs, et que si Internet peut nous permettre de faire valoir ce côté bon, bienveillant et positif, c'est certainement l'un des enjeux, en tout cas de nous, acteurs, éditeurs d'outils et de sites Internet dans les mois et les années qui viennent. Nathan Stern, vous semblez avoir eu quelques mésaventures avec Peuplade, dans la mesure où certains citoyens sur Peuplade avaient tendance à vouloir expulser de la communauté des gens parce qu'ils leur semblaient appartenir à des minorités qu'ils jugeaient haïssables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Nathan Stern ? Oui, donc ça, c'était dans les tout premiers pas de Peuplade. J'ai essayé de voir quel effet cela aurait de laisser l'outil un petit peu libre. On n'avait pas encore rédigé cette charte, on n'avait pas encore de politique éditoriale bien structurée, elle s'est construite au fil de l'eau. Et moi, j'avais en tête trois dérives possibles, je les ai toujours en tête sur le monde des médias et le monde des nouvelles technologies. Je pense qu'en effet, les nouvelles technologies contribuent en ce moment même à fabriquer de l'exclusion, à fabriquer du cloisonnement, même si elles ne fabriquent pas que cela. Je pense qu'aujourd'hui, le solde global est plutôt positif, mais je trouve qu'il est intéressant de pointer quand même les limites ou les dangers. Pourquoi je parle de fabriquer de l'exclusion ? D'abord parce que dans cette logique de satisfaire, et puis ensuite je raconterai la petite mésaventure qu'on a eue sur Peuplade, cette logique de satisfaire les besoins des personnes, on va peu à peu leur adresser des offres de plus en plus adaptées à leurs envies, à leurs besoins, à leur âge, à leur sexe, à leurs conditions économiques, culturelles. Et donc peu à peu, on va pouvoir constituer autour de chacune d'elles un monde sur mesure. Alors un monde sur mesure, c'est très confortable, mais c'est aussi un petit peu inquiétant, puisque qui dit vivre dans un monde sur mesure dit ne plus vivre dans le monde réel, qui est un monde qui résiste. Et lorsque sur Peuplade, on se rend à une pétanque au sein d'un quartier ou à un café culturel, on va rencontrer des personnes dont on n'a pas anticipé qu'on les rencontrerait, qu'on n'a pas designées, qui ne sont pas conformes à un cahier des charges préétabli, comme ça peut être le cas lorsque la rencontre est toujours virtuelle ou qu'elle est toujours médiatisée par des filtres qui nous permettent de ne pas rencontrer ceux pour lesquels on n'a pas spécialement d'intérêt. Le deuxième péril qui, à mon avis, fait que les nouvelles technologies peuvent fabriquer de l'exclusion, c'est qu'aujourd'hui, c'est en bonne partie sur Internet que ça se joue, que la vie se joue. Et on a une grande partie encore des personnes, et notamment les plus de 65 ans, qui sont nettement exclus de ce monde. Je constate une forme de ringardisation des grandes tantes, qui, à mon avis, est en partie imputable au fait que les gens qui ne sont pas sur Internet ne sont plus vraiment dans le coup, ne sont plus vraiment dans le jeu social, et là, on a un vrai facteur d'exclusion. Et puis, le troisième péril, c'est que Internet, comme tout nouveau média, c'est un média, et un média, ça privilégie l'image, ça privilégie la représentation, et donc il y a une vraie culture qui se forge. Et moi, quand je passe un petit peu de temps, je m'impose de temps en temps d'aller sur des blogs d'adolescents. Je constate une forme de conformisme extrêmement fort. Je constate aussi l'imposition d'une culture de l'image, de l'affichage, d'un discours sur soi qui est extrêmement stéréotypé. Donc, avec les nouvelles technologies, et donc en particulier avec l'arrivée dans nos vies de ce nouveau média, on a une nouvelle culture qui émerge. Je ne sais pas qui, parmi les animateurs ou les acteurs de cette culture, est le plus à même de faire émerger de la qualité. Alors, pour revenir à ce petit incident qu'on avait constaté sur Peuplade, c'est effectivement que sur Peuplade, on a ce parti pris d'être complètement universaliste. Et donc, de ne pas tolérer la moindre forme de ségrégation, fût-elle politique, on a des gens qui sont de tous bords sur Peuplade, ou fût-elle aussi idéologique, on a aussi des personnes ainsi qui, notamment, ont été au sein de la scientologie. Alors évidemment, face à ce type de menaces, parce qu'on a tous de bonnes raisons de s'inquiéter des mouvements sectaires, quels qu'ils soient, il y a une réaction populaire qui se veut démocratique, qui est une réaction de la majorité, qui dit on ne veut pas avoir parmi nous de ce type
voilà, de menaces. Et c'est très intéressant de constater que ce n'est pas l'outil qui va prémunir contre de telles dérives, c'est l'affirmation d'un projet, un projet social. Et il me paraît intéressant de constater que lorsque l'outil est célébré en tant que tel, c'est toujours un petit peu inquiétant, toujours un petit peu dangereux. Et je pense que c'est toujours un projet qui doit prendre le pas sur un outil si on veut ne pas être naïf et inquiété par les effets pervers de l'outil. Voilà. Nicolas Sadirac, la chaleur des nouvelles technologies les rend parfois terriblement superficielles, parfois terriblement captives de ce qu'on pourrait appeler la société du spectacle, du paraître, plus que de l'être. Alors vous qui avez été parmi les premiers à sensibiliser les gens auxquels vous adressiez à la valeur de l'éthique, puisque ayant été pirate informatique, vous avez vous-même reconnu un jour à quel point vous aviez pris conscience des dégâts collatéraux que certaines choses que vous aviez pu faire avaient pu impliquer. Que faites-vous avec vos étudiants pour insister là-dessus et pour faire qu'au bout du compte, on n'ait pas seulement affaire à de merveilleux techniciens, à de merveilleux businessmen, à de merveilleux geeks, mais aussi à des humanistes? Vous commenciez à répondre à ça tout à l'heure, mais il y a certainement d'autres dispositifs dans vos outils de formation. Nicolas Sadirac. Donc, effectivement, en enseignant la technologie, on enseigne forcément un ensemble de pouvoirs, puisqu'on va rendre les étudiants actifs et donc capables. Ça, c'est la première chose qu'on fait, et toute capacité implique effectivement une compréhension de ce qu'on fait et donc une responsabilité. Donc on a effectivement tout un ensemble d'enseignements autour de l'éthique, autour de la compréhension de l'action, c'est-à-dire que de comprendre que tout ce qu'ils font peuvent impacter les choses. Il est évident qu'en fin de compte, la technologie, pour revenir sur cet ensemble, la technologie, il faut bien voir ça comme un outil. C'est comme quand la photocopieuse est apparue, effectivement, immédiatement, il y a des dégâts qui apparaissent, on peut photocopier des billets de banque, on peut faire une action. La technologie, c'est la même chose. On a accès à de l'information auquel on aurait eu plus difficilement accès, et donc une responsabilité. Quand on parle de problèmes de ségrégation ou de cette nature, en fin de compte, ce n'est pas la technologie qui l'apporte, ce sont les utilisateurs. La technologie ne fait que démultiplier et simplifier la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, trier à la main 1 million de dossiers où il y a l'âge ou le sexe ou la couleur, c'est compliqué. Avec un ordinateur, ça se fait en 1 seconde. C'est ça, la différence, elle est là. Elle n'est pas dans le fondamental. Le fondamental, je pense qu'il se passe au niveau de l'éducation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le fait que l'outil apporte des possibilités rend les gens plus responsables et donc avec un pouvoir plus fort. Et aujourd'hui, ce que savent faire quelques-uns, parce qu'ils sont les premiers, tout le monde saura le faire à moyen terme. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, nos étudiants, on voit bien qu'en 10 ans, il y a une diffusion naturelle du savoir-faire technologique, y compris dans des écoles qui ne sont pas les écoles d'informatique. Aujourd'hui, on a des écoles d'art ou des écoles de business. Les jeunes étudiants qui arrivent en école d'art, ils utilisent l'informatique comme nos meilleurs informaticiens il y a une dizaine d'années. Et puis ça se transmet petit à petit. Nos meilleurs en informatique aujourd'hui sont un peu en avance et puis ça se transmet. Et très clairement, mon fils qui a 10 ans, aujourd'hui, il baigne depuis tout petit dans cette technologie et rien ne lui paraît plus naturel que d'accéder à des données sur Internet et à trouver des choses. Notre rôle, par contre, il est d'éduquer et donc de faire comprendre ce qu'on fait en utilisant cette technologie et où sont les responsabilités. Donc en fin de compte, fondamentalement, les choses n'ont pas changé. Et donc on a toujours enseigné l'éthique, on est obligé de l'enseigner un peu plus, de façon plus pointue sur le virtuel parce qu'on s'aperçoit d'une chose qui est il y a quelque chose de très notable. Chez nous, on a un système de communication interne, donc des forums, hein, et on s'aperçoit que les gens, finalement, ils vont s'insulter sur les forums alors qu'ils ne le feront jamais en face à face. C'est-à-dire des gens qui se connaissent, hein, des fois ils sont assis à côté l'un de l'autre en salle de cours, jamais ils se feront une insulte, alors que sur un forum, ça peut partir dans des proportions absolument incroyables. Parce que tout simplement, on n'a pas les yeux de l'autre en face et qu'on peut divaguer temporairement. En même temps, ils ont aussi appris à le lire. C'est-à-dire que ces mêmes étudiants qui se sont insultés dans le forum, le lendemain, vont arriver à se parler sans se taper dessus parce qu'il y a une éducation qui se fait dans ce sens-là. Et puis, au bout d'un certain temps, ils vont même arriver à comprendre qu'ils n'ont pas à le faire dans le forum lui-même. Bon, parce que c'est vrai que le virtuel, facilement, laisse aller à l'excès. Si on prend les exemples de piratage que j'ai fait quand j'étais jeune, principalement dans un cadre médiatique, puisque j'ai fait c'était pour des émissions de télévision qu'on a fait ces piratages.
sur le moment, on ne se rend pas compte, effectivement, en étant jeune. Moi, j'ai des journalistes qui sont venus me voir, ils me disent, vous vous rendez compte, tout le monde croit qu'il n'y a pas de problème, il faut absolument que tout le monde sache. Et je me suis retrouvé à aller changer la Joconde dans Tabata Cash, à accéder à un site d'un ministre, etc. On a fait un certain nombre de choses, mais sur le moment, j'avais l'impression finalement de sauver le monde. Enfin, pas de sauver le monde, mais enfin foncièrement de dénoncer une hypocrisie. Alors à côté de ça, c'est clair qu'avec du recul, on voit bien, et j'ai appris tous les dégâts que ça pouvait créer, à la fois dans l'institution, et puis même les gens qui travaillaient dans ces sites, qui ont eu l'ensemble des problèmes qu'on a connus. Mais c'est vrai que sur le moment, on ne se rend pas compte parce que c'est virtuel. Parce que c'est vrai que j'aurais pas eu idée d'aller au Louvre et d'enlever la Joconde et de changer un truc. Ça ne serait pas venu immédiatement. Mon bon sens m'aurait dit que j'étais en train de faire quelque chose de totalement anormal, même si c'est certainement possible. Je me doute bien que quelqu'un sait faire. Donc on a cette espèce de non-compréhension de la réalité qu'on doit éduquer, tout simplement parce que notre sens commun n'a pas vécu. Je pense que mon fils, quand il aura 18 ans ou 20 ans, aura ce sens commun, parce qu'il aura vécu toute sa vie dans cette sens-là. Donc la différence, elle est dans le temps. On va avoir des usages qui vont être habituels, et on apprendra naturellement tous à faire ça. De même qu'aujourd'hui, quand vous voyez une photocopie d'un document, vous ne pensez pas que c'est l'original, parce que maintenant, ça fait 20 ans que tout le monde, même 50 ans, que tout le monde voit des photocopies. Donc ces choses-là vont se mettre petit à petit. Les dangers aujourd'hui, ils sont dans le fait qu'on est dans des phases transitoires. Et qu'il y a une suite dans le transitoire. C'est-à-dire que dans 10 ans, on sera capable de faire des choses qui seront tellement immersives qu'on pourra encore moins voir la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous serez tous habitués à voir ce que vous voyez sur un écran, vous aurez tous pris l'habitude de le mettre en doute. Ce que vous voyez sur un site, comme on voyait les informations de quelqu'un qui vous dit « je suis expert en machin truc, faites ça pour faire ci », vous serez tous appris à comment trouver la solution. Mais il y aura quelque chose de nouveau qui fera que vous aurez des difficultés à valider les données. Donc ce qu'il faut arriver, c'est à avoir une éducation sur comment on valide les données et comment on fait pour être sûr qu'on est toujours dans une zone de sécurité. Et ça fait partie de l'éducation qu'on donne, nous, à nos étudiants, parce qu'on est dans un cadre d'étudiants, mais que la société doit donner à l'ensemble de ses citoyens. Et d'ailleurs, elle a commencé. Aujourd'hui, tous les enfants ont des validations à faire au niveau du usage d'Internet, des usages de la technologie, et on est même en train de travailler sur des usages de la connaissance. Donc, on y travaille. Globalement, notre société est en train de s'adapter à ça. Mais c'est vrai qu'il y a du temporaire. Et moi, personnellement, j'ai une vision très positive de la chose, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'informatique ou les outils sont très positifs pour le lien social. On a aujourd'hui des étudiants, nous, qui travaillent partout à travers le monde, qui se déplacent de ville en ville et qui restent en liaison. Très fréquemment, je vois des étudiants discuter avec leurs grands-parents dans nos salles informatiques, plus les grands-parents que les parents d'ailleurs, puisque je n'ai pas l'impression que les grands-parents soient si exclus que ça, parce que les parents sont souvent au travail et les grands-parents ne le sont pas, donc ils discutent. On a des vraies capacités, parce que nos étudiants sont souvent des étudiants qui viennent de province ou même d'autres pays, et qu'ils restent en contact avec leur famille, leurs amis. Il y a des liens qui se créent dans tous les sens, et finalement, les usages se mettent au goût du jour par rapport à ces besoins. Tous les jours, on voit des gens qui utilisent ça, et puis même qui innovent. Moi, l'autre jour, j'ai eu une grand-mère qui m'appelait en me demandant comment elle pouvait faire une surprise à son fils, sachant qu'elle voulait lui envoyer un disque, enfin un CD, et elle voulait l'envoyer par Internet, parce que elle est aux États-Unis, et le gamin est en France. Et voilà, elle a réussi. Vous voyez, elle a projeté qu'elle pouvait le faire. Donc, ces usages au quotidien se mettent en place et fonctionnent. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'accord, alors nous allons maintenant donner la parole au panel. Qui veut poser la première question? Je vous rappelle que nous avons un panel d'étudiants qui viennent de Paris-Dauphine, d'Agro et de l'Université René Descartes. Qui ouvre le feu? Je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Gaspard Dumollard d'Agro Paris-Tech. Et donc ma question s'adresse peut-être plus particulièrement à Nathan Stern et Oriane Garcia. Donc on a vu que via des sites comme Peuplade ou Caramel, on pouvait avoir... donc la technologie d'Internet permet de développer des liens sociaux, de créer des liens sociaux qui après sont relayés physiquement, je dirais. Mais est-ce qu'on peut imaginer de réels liens sociaux, de réels tissus sociaux qui ne passent que par Internet? Nathan Stern. Il me semble qu'on est des créatures multisensorielles et que avoir accès à autrui uniquement par le biais d'un outil de gestion de l'information, parce que Internet est un média, c'est un terrible appauvrissement de la relation et pratiquement de notre condition humaine. C'est comme si on nous privait de 3-4 sens, et des sens qui sont extrêmement importants en plus pour notre définition de nous-mêmes. Donc
pour moi, les belles réalisations qu'on a sur Peuplade, c'est par exemple la maison de quartier qui est complètement physique. C'est un appartement collectif loué par 220 personnes qui se sont rencontrées sur Internet, qui ont été émus par le projet de 2 femmes qui étaient des femmes du même quartier, donc 220 habitants du même quartier, et 60 personnes qui, chaque soir, se relayent physiquement. Tout ça n'aurait pas pu voir le jour sans une infrastructure technique virtuelle, bien évidemment, parce qu'il y a tellement d'informations à faire circuler qu'une telle micro-utopie ne peut exister que via Internet, enfin que avec le support d'Internet. Mais se priver de la dimension physique, c'est pour moi une réduction de notre épaisseur, de notre humanité. Voilà. Moi, je crois qu'il y a de réelles amitiés qui peuvent s'initier virtuellement, entre guillemets, en tout cas s'initier sur Internet et se développer sur Internet avec quand même un objectif qui est parfois pas réalisé, parce que pas réalisable, ça se fait pas, on n'a pas le temps et on passe des années à tisser une relation sur Internet sans jamais se rencontrer en vrai. Mais l'objectif, c'est quand même au bout d'un moment de se rencontrer. D'ailleurs, sur Mythique, les gens cherchent à quoi? À se rencontrer. Alors moi, personnellement, j'ai 2 amis virtuels depuis des années que je n'ai jamais rencontrés parce qu'on on habite loin, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que si la relation peut être initiée, peut se développer, je crois qu'on a quand même envie, au bout d'un moment, enfin tout le monde, de concrétiser alors une relation d'amitié ou amoureuse, mais en vrai dans la vraie vie. Mais des fois, ça se fait pas. Alors c'est pas nouveau. Il y a comme ça des relations épistolaires qui ne se sont pas concrétisées, et ça a donné lieu à de très jolis romans ou récits d'ailleurs. Donc voilà, finalement, c'est l'évolution normale des choses. Une autre question de la part du panel? Je vous en prie. Oui, bonjour, je m'appelle Jonathan Leclerc, je suis un étudiant de Dauphine. J'avais une question à laquelle vous avez partiellement répondu. C'était qu'on trouve qu'Internet a permis la création de réseaux sociaux où tous les individus contribuent de leur manière et de façon libre à des applications qui correspondent à leurs intérêts, des blogs, des forums de discussion, ce qui crée ce qu'on appelle une communauté. On trouve aussi que les personnes qui souvent participent le plus activement sont les plus isolées physiquement des autres. Ensuite, donc vous avez parlé tout à l'heure des bébés caramels, c'est-à-dire que vous avez dit que non, finalement, on voyait que les gens se rencontraient. Et en fait, ma question, ça va être, comment est-ce que ces nouvelles technologies desservent les liens sociaux? Vous avez donné quelques exemples, et je voulais savoir s'il y en avait d'autres. Et entre autres, pour accompagner votre question, dans quelle mesure le rapport marchand ne vient-il pas, dans certains cas, dépasser le lien marchand, ne vient-il pas dépasser le lien social? Les uns et les autres, vous ne pouvez pas vous empêcher de rêver ou de faire des cauchemars, je n'en sais rien, de temps en temps, au fait de penser que certains de vos réseaux sociaux pourraient devenir la proie élective, quand la crise financière ira un peu mieux, de certains fonds de pension américains qui, bien évidemment, ont tout dans l'esprit sauf l'extension du lien social. Qui veut répondre à cette double question de la part du panel et de ma part? Oriane Garcia. Alors, déjà, oui, il y a quand même des outils à prendre avec des pincettes. Sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les photos que vous mettez sur votre espace personnel Facebook appartiennent à Facebook. Donc Facebook peut, dans l'absolu, utiliser une photo de vous en maillot de bain à la plage s'il en a l'utilité commerciale ou autre. Donc ça, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que vous croyez utiliser un espace de stockage d'informations personnelles et en fait, cela appartient, c'est la pleine propriété du site qui l'héberge. Alors c'est un petit peu vicieux et tous les sites n'ont pas ce mode de fonctionnement, mais c'est vrai que ce genre de pratique tend à se développer. Alors, c'est une question tout à fait ardue. Quelles sont les dérives et tout le poids, dans quelle mesure tout ce qu'on donne de nous sur Internet peut être utilisé commercialement ou pas?
bien sûr, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, c'est évident. Donc il faut faire attention à ce qu'on donne de soi-même comme information personnelle. On peut participer et on peut faire du bien et émerger au sein d'une communauté sans avoir forcément à donner des informations très privées sur soi. Donc il faut savoir un petit peu... D'abord, il faut très bien connaître les outils qu'on utilise. Ça, c'est la première étape. Souvent, on ne lit pas les conditions d'utilisation et autres. Et puis ensuite, voilà, il faut essayer de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire sans trop donner d'informations sur soi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être très vigilant tout en sachant que le pire peut arriver, le pire existe sur Internet comme ailleurs, mais on peut être plus intelligent que les outils et que les gros fournisseurs d'outils. Donc voilà, c'est à nous de faire la différence. Nicolas Sadirac, vous qui voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que la question, c'est, vous vous demandez qu'est-ce qui peut desservir le lien social à travers les outils. Déjà, il faut poser la question, qu'est-ce qu'on appelle desservir le lien social ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la situation qui pourrait être la pire, c'est une personne qui serait complètement isolée et qui n'aurait plus de contact avec l'extérieur. A priori, on a l'impression que la technologie fait le contraire, elle ouvre les contacts. Dans la réalité, ça peut être le contraire, c'est-à-dire qu'elle fabrique des faux contacts, où la personne ne recherche plus les autres, mais une image de ce qui se fait des autres. Et effectivement, cette fois-ci, on peut imaginer qu'un fournisseur commercial qui lui vende cette image. On peut même aller très loin à travers des systèmes où finalement, il n'y ait vraiment plus de personne en face. C'est-à-dire des systèmes où on a des bots, des systèmes automatisés qui vont servir la soupe à l'utilisateur que vous êtes et qui vont vous répondre. Alors ça peut être des animatrices payées pour, et puis ça peut être carrément des programmes qui vont simuler la réalité. Et là, on peut imaginer un vrai isolement au sens propre où la personne est isolée sur elle-même, tout en voyant un ensemble de choses autour. Ces systèmes existent. Oui, ça existe déjà. Il y a certaines plateformes d'appel qui confinent à la robotisation quand on y regarde de près. Et puis, ça se sophistique de plus en plus. Et il y a même un concours international qui s'appelle LISA, où finalement, c'est le but du jeu, fabriquer un bot où les humains ne peuvent pas détecter qu'en face, elles ont une machine. Pour l'instant, on n'y arrive pas à 100%, mais on y arrive pas mal. Et ça va se développer de plus en plus. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que ça peut nuire complètement au lien social, dans une logique commerciale, puisque là, le but est d'éliminer la partie liberté de la personne, puisqu'en fin de compte, la crainte du réseau social ou du site, c'est que la personne parte. Foncièrement, à partir du moment où elle a trouvé le réseau social réel qui lui convient, où elle s'épanouit, elle va voir ses voisins à la pétanque, elle n'a plus aucune raison de revenir sur le site. Tout va bien, elle voit des gens tous les jours. Et donc, on peut imaginer que si on est le valorisateur de la communauté, on a tout intérêt à garder une partie cachée de ce lien. On a une partie qui ne soit pas, je veux dire, accessible et qui soit un mirage. Donc effectivement, ça existe et ça peut exister. Et particulièrement, l'ensemble de ces sites de rencontres travaillent sur des problématiques spécifiques de gens qui ont des problèmes ou à qui il manque quelque chose. Et on va leur fabriquer une image de ce qui manque en leur donnant jamais le dernier morceau pour qu'elles reviennent et qu'elles viennent chercher la suite. Okay ? Et il y a même des gens qui ont théorisé le problème. C'est-à-dire qu'on fait de la stratégie de l'information et on théorise exactement l'endroit où il faut couper, faire disparaître la personne, et un autre reprend la suite. Il y a toute une théorie qui est là-dessus. Donc ça existe effectivement. Bon. Maintenant, on disait qu'effectivement, on peut être plus intelligent. C'est pas si vrai que ça. Il faut bien penser que vous êtes tout seul. De l'autre côté, les gens qui font des sites et qui travaillent, ils sont beaucoup, ils réfléchissent, ils ont de l'argent, il y a des sociologues, et ils réfléchissent aux problèmes. Donc c'est une lutte entre les deux. Okay, il est évident. Maintenant, si vous parlez à vos amis que vous connaissez vraiment dans la vraie vie et que si vous utilisez ça comme un moyen d'entretenir un réseau préexistant ou de l'élargir de proche en proche, ce que font de plus en plus les jeunes. Si vous prenez par exemple des histoires d'émissions de télé, qu'on parlait de la 5, finalement, moi je vois mes étudiants, ils regardent des émissions de télé, ils ne regardent pas du tout la télé autrement que quand un de leurs amis leur dit « Tiens, il y a une émission marrante », et il envoie le lien, et puis ça rebondit de proche en proche. Donc on a un système où finalement, les jeunes ont mis en place des systèmes de cooptation de plus en plus efficaces. Et c'est ce qu'on voit quand même émerger sur beaucoup de sites, ce système de cooptation qui finalement contourne tout système commercial et fait disparaître cet artifice. Parce que Lisa, le système automatique qui raconte, tu n'as pas de potes qui vont lui dire « Elle est super Lisa », parce qu'elle les a plantés quand même 3 fois. C'est la même Lisa qui finalement va vous systématiquement générer cette même frustration. Donc quand un de vos potes vous dit « Tiens, machine, je la connais, elle est bien et ça vaut le coup d'aller au cinéma avec elle », ça marche. Si vous n'avez pas cette suite logique de choses, ça va sortir. Et encore une fois, je pense que
l'intelligence collective de groupes, notamment de gens éduqués et de jeunes, est plus forte que l'intelligence individuelle d'un marketeur. Oui, ça n'empêche pas que Google en est un bon exemple, tout se vend. Moi, je voudrais poser une question avant de recéder la parole au panel, à Claude-Yves Robin. Derrière vos réseaux, derrière les beaux médias dont nous parlons, il y a des acteurs et des consommateurs. Il y a ceux qui apportent et il y a ceux qui prennent. Hein, on en parlait tout à l'heure. Alors, première question, comment éviter le déséquilibre, surtout de la part de ceux qui en jouent. Je voudrais prendre un exemple. Il y a des gens qui ont révélé l'intérêt qu'il y avait à tirer parti de l'interactivité. Moyennant quoi, certains médias, je pense par exemple à RMC Info, ont mis au point des grilles très marketing qui jouent sur toutes les cases du café du commerce. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on va arriver à donner l'illusion à tout auditeur, voire à tout téléspectateur, du fait qu'il est forcément, le bon sens est près de chez lui, donc il a réponse à tout. Son témoignage est intéressant, quoi qu'il arrive, vive l'interactivité. Donc même quand il n'a rien à dire, on lui demande son avis. Il va de soi qu'il va trouver toutes les solutions que les chefs d'entreprise ne trouvent pas, qu'il va être le meilleur journaliste du monde, qu'il va être le meilleur gouvernant du monde. Alors on segmente ça, il y a la case sport, il y a la case fesses, il y a les cases grande gueule et café du commerce. Vous qui avez toujours évité ce genre de travers, Claude-Yves Robin, quel regard portez-vous sur ce genre de manipulation ? Je pense qu'il ne faut pas l'appeler autrement, des opportunités qu'offrent les outils de l'interactivité qui donnent l'illusion du lien social, mais est-ce que ça n'est pas Canada Dry, est-ce qu'on n'est pas aux antipodes du véritable lien social? Claude-Yves Robin. Bien, ce que vous dénoncez, ça a eu lieu dans tous les médias, y compris un grand quotidien que je ne citerai pas, qui pendant des années faisait... un roman en dénonçant quelque chose le lundi, le mardi, il y avait ceux qui réagissaient en s'inscrivant en faux sur ce qui avait été dit. Le mercredi, il y avait les parlementaires qui donnaient leur avis. Le jeudi, c'était le gouvernement. Et enfin, c'était un sondage qui fermait la semaine. Donc cette démarche éditoriale, c'est une démarche qui existe sur tous les supports, qui peut exister en radio, en télé, en presse. Mais je crois qu'à un moment, le téléspectateur et l'internaute, il est conscient et il a aussi envie de se laisser emporter dans cet échange spectacle. Et je pense que la personne qui écoute RMC Info, c'est plus pour avoir un divertissement qui sonne, qui teinte d'informations. Et je pense qu'il y a un certain plaisir à écouter RMC Info. Moi, ça m'arrive de temps en temps dans les taxis de pouvoir bénéficier de séances RMC Info. Et donc, je pense qu'il faut aussi considérer que l'internaute et le téléspectateur, c'est ce qu'il fait, Parfois, on a envie de se faire avoir, on a envie de se faire berner, on a envie d'avoir une belle histoire, un beau roman, une belle romance. Les gens qui lisent les closers et autres, ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis, s'ils ont envie d'approfondir un sujet, ils iront peut-être sur le site d'un journal plus sérieux pour aller dans l'approfondissement du sujet. En tout cas, du côté de France 5, nous, on est dans une logique où les journalistes de nos émissions sélectionnent les questions posées, donc les questions farfelues ou les questions qui n'apportent rien au débat. Alors vous me direz c'est subjectif, mais je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a une subjectivité dans tous les médias et qu'il vaut mieux annoncer cette subjectivité, la revendiquer et être perçu comme tel, plutôt que de faire semblant que tout est objectif et tout est facile dans son traitement. Et donc je vous fais un petit peu une réponse à côté de la plaque, mais je l'assume très bien. Et je pense que l'important, c'est qu'il faut que chaque média joue son propre rôle, revendique son propre rôle, et donc ceux qui sont dans le monde du spectacle comme les radios généralistes, ils s'assument comme étant dans le monde du spectacle. Et je pense qu'un même citoyen, à des moments dans la journée où il va aller sur Google, il va savoir que sur tel site, il a une information dont il n'est pas forcément sûr, mais qui attire son attention et le rend lucide sur le fait elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse. En tout cas, je vais aller vérifier sur un autre site. Et donc, c'est un cheminement
qui je crois, contribue à l'autonomie du citoyen. Oui, vous avez raison de dire que ces outils sont vieux comme les pierres, ces méthodes sont vieilles comme les pierres. On a simplement des outils aujourd'hui d'une efficacité redoutable et la lucidité du consommateur n'est pas toujours évidente. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Vous savez que des réseaux comme Virgin ou la Fnac, chaque année au moment des fêtes de Noël, publient des catalogues de choix, de recommandations de la Fnac ou de Virgin. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on est un éditeur ordinaire, on présente la candidature de livres, de CD, de DVD. S'ils sont retenus, il faut payer derrière. Et si vous ne payez pas, vous n'avez aucune chance d'être dans ces supports. Alors, ce n'est pas forcément choquant, c'est une méthode commerciale, il ne faut pas forcément... Mais est-ce que tout le monde est au courant? Ça n'est pas sûr. Le panel pour une troisième question. Je vous en prie. Oui, moi j'aurais voulu reprendre la question de Jonathan, c'était dans la même logique. Et elle s'adresse plutôt à Nathan Stern, je pense. Mais c'était plus au niveau de la mise en relation que la relation elle-même. J'aurais voulu savoir, en fait, ce que va reprendre déjà ce qu'avait senti Kafka au début du siècle. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression de vivre dans les grandes villes, du moins, dans des relations assez anonymes, assez froides. Et finalement, Internet n'a pas résolu grand-chose dans le sens où on s'attache aux mêmes relations et on va voir, par exemple, sur Facebook, les amis des amis, mais pas l'ami de personne. Enfin, on ne va pas rencontrer une personne qui, a priori, on ne connaît pas. Et j'aurais voulu savoir, puisque avec votre site, avec Peuplade, en fait, on entre en relation grâce à un outil Internet. Alors, c'est une façon de remettre à sa place l'outil, mais d'un autre côté, on se sert toujours d'Internet pour entrer en relation au niveau du voisinage, au niveau local. À partir de là, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on est obligé de se servir d'Internet pour entrer en relation avec celui qui partage notre palier? Voilà. Nathan Stern. Merci. Je partage votre inquiétude. Je crois qu'on est au tout début de ce nouveau type de médias et que c'est les nouveaux médias qu'on découvre aujourd'hui. Chaque jour, de nouveaux sites voient le jour et de nouveaux sites nous attirent vers eux. Ces médias, ils ont presque tous le même modèle économique. Ils sont gratuits et ils sont financés par la publicité. C'est-à-dire que leur vocation, économiquement, leur vocation, c'est de retenir leur audience et de la développer et de la scotcher devant leur écran. Donc là, on a un vrai péril qui est effectivement que tous ces médias veulent de nous en tant qu'audience captive devant l'écran. Nous, on a aujourd'hui pris le parti de remettre des hommes au cœur de notre dispositif social parce qu'on partage en fait cette inquiétude que les technologies contribuent un petit peu de manière inévitable à virtualiser la vie de chacun. Donc on a observé depuis des années qu'un certain nombre de personnes, qui d'ailleurs souvent sont en difficulté sur le plan économique parce que le marché ne reconnaît pas leur valeur, un certain nombre de personnes sur Peuplade s'illustrent par leur créativité sociale, par leur capacité à créer des liens, par leur capacité à créer de la solidarité. Et on a vraiment envie qu'au sein des quartiers, ces personnes puissent retrouver un rôle social et qu'elles puissent valoriser économiquement ce rôle social en tant que micro-entrepreneurs au service de liens entre jeunes parents, entre personnes âgées, entre jeunes foyers, ou voilà, tout type de public, quelles que soient les segmentations qu'on peut obtenir. Et moi, j'aimerais vraiment, mon utopie personnelle, c'est que à horizon 2, 3, 4 ans, au sein des quartiers, il y ait vraiment des personnes qui jouent le rôle un petit peu de réseau social. Quand on arrive dans le quartier, on puisse aller les voir et elles nous donnent l'information relative à toutes les ressources qu'on a besoin de trouver au sein de son quartier. Donc oui, moi je serais heureux que peu à peu la technologie s'efface et qu'elle devienne juste une ressource au service de personnes et qu'on puisse ne plus jamais avoir affaire à des machines, parce que moi personnellement, chaque minute vécue devant une machine, c'est une minute un peu moins vécue que celle que je peux vivre en interaction avec des vraies personnes. Mais Nathan Stern, vous semblez aller au-delà du service de l'individu à l'individu, puisque vous êtes en train d'essayer de lancer un autre concept avec Peuplade, qui est celui des services à la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Eh bien, les services à la communauté, c'est effectivement ces nouveaux métiers dont j'ai commencé à parler. On connaît les services à la personne, qui sont des manières d'offrir un service. C'est une personne qui offre un service à une autre personne, mais il y a, je pense, en chacun de nous des besoins sociaux insatisfaits, que des animateurs de quartier, des coachs. Alors, je peux reprendre un exemple un peu futile, mais je peux éprouver le besoin de me remettre au sport. Si je peux bénéficier de la dynamique d'un groupe
qui, comme moi, est composé de gens qui veulent se remettre au sport, et qu'un coach de quartier nous donne envie aux uns et aux autres de courir ensemble le dimanche, le samedi, d'aller à la piscine, peu importe, eh bien, ça peut restaurer une forme d'animation sociale de manière plus récurrente. Et ces services à la communauté, leur spectre est à mon avis très large, puisqu'on a tous, au fond, il me semble, besoin d'altérité. On a besoin d'échapper au virtuel, on a besoin d'échapper au même. Et moi, ce que je constate dans les apéros de quartier qui réunissent vraiment les gens sur une base de proximité et pas sur la base d'affinité, c'est que les gens ont du plaisir à rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas dû rencontrer. Les rencontres improbables sont des rencontres qui, sur un plan affectif, apportent beaucoup plus que des rencontres complètement paramétrées, où toutes les dimensions de la rencontre ont été programmées, anticipées et calculées à l'avance. Donc je crois que le besoin de chacun de s'inscrire dans différentes communautés peut être le levier pour que ces nouveaux médias reprennent leur dimension de ressources et qu'elles ne soient plus des outils pour absorber l'attention et obtenir du temps de cerveau disponible. Voilà. Pour les annonceurs. Oui. Moi, j'aurais tendance en fin de compte, à retourner la question à la jeune fille, quoi. C'est, en fin de compte, utilisez-vous MSN, Facebook ou ces choses-là? Et puis la question, c'est pourquoi? Parce que c'est vrai que vous avez un palier, très certainement, un immeuble. Donc, qu'est-ce que vous faites sur MSN? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je pense qu'il n'y a pas à choisir entre les deux. Peut-être qu'on peut renforcer, peut-être par peuplade justement, entre autres, les relations de palier, tout en étant en relation avec quelqu'un qui se trouve par exemple à l'autre bout de l'Europe ou au bout du monde. C'est pas forcément. Enfin, on peut ne pas choisir entre les deux. Pourquoi vous voulez choisir? Je crois que c'est ce que j'aurais répondu. Eh bien, écoutez, nous arrivons doucement au terme de ce débat. Je voudrais vous dire une chose, d'abord remercier nos 4 intervenants. Il est évident que web, réseaux sociaux, médias interactifs, téléphones portables, toutes ces nouvelles technologies constituent bel et bien un outil de renouvellement, de recomposition, de consolidation des liens sociaux. Il y a quand même quelques conditions. D'abord, c'est ce qui est revenu chez chacun des participants. Restons modestes, nous ne vivons que la proto-histoire de ces outils. C'est-à-dire que la route à parcourir est immense et l'être humain, par rapport à ces outils, qui ne sont pas différents à certains égards des outils d'hier, ils sont simplement de nature différente, ils sont en apparence plus modernes, qu'est-ce que ça veut dire? Ils posent de toute évidence une question de savoir-être, une question de comportement. Avez-vous déjà réfléchi qu'à chaque fois que vous donnez la priorité à un double appel, que ce soit sur votre téléphone fixe ou sur votre téléphone portable, vous prouvez à l'interlocuteur qui est en ligne que vous le hiérarchisez en deuxième position? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Simplement cette petite anecdote pour rappeler que ces outils peuvent être redoutables et à leur manière contribuer à détériorer de façon spectaculaire le lien social en un instant. Deuxième chose à avoir en tête, il est évident qu'il est indispensable que ces outils ne se substituent pas, ne prétendent pas se substituer au facteur humain, au facteur de la présence humaine. N'oublions jamais le démarrage de peuplades, des réunions de quartier, des isolés, voire des cas sociaux. Lorsque les sites Internet ne renvoient vers aucun numéro de téléphone, essayez, quand vous n'êtes plus seulement un prospect, mais un client captif, essayez de trouver le numéro de téléphone de l'entreprise qui vous présente comme vitrine son site Internet. Vous verrez que souvent, ça ne fait vous prouver qu'une chose, c'est que le client qui a un problème de service après-vente est un emmerdeur. Et qu'on fait tout pour peut-être minimiser les coûts, mais pour éviter qu'il ne puisse parvenir à l'appel qui pourtant l'intéresse. Donc il faut souhaiter que ces outils ne deviennent pas, dans certains cas, de belles vitrines, tout juste bonnes à nous enfermer dans un ghetto virtuel qui nous isolerait, qui fragmenterait le tissu social au lieu de le renforcer. Et là se repose le problème de la société d'où tout est l'ego. Je voudrais vous rappeler une anecdote que je citais hier dans un autre débat. Depuis une dizaine d'années, à Radio France, nous avions pris l'habitude de solliciter nos auditeurs pour leur demander, pour faire des appels à témoignages, mais en profondeur.
Et il y a 3 ans, nous leur avons demandé de nous envoyer les plus belles lettres d'amour qui dormaient dans leurs archives. Je n'ai jamais eu une aussi mauvaise récolte. Pour une raison fort simple, c'est que il y a une bonne partie de lettres récentes que je n'ai jamais reçues parce que les gens ont de la pudeur. Ça, c'est très bien. Et puis, il y a une tendance, depuis 30 ans, qui fait que, de façon croissante, ces lettres n'incarnaient plus un élan vers l'autre, ce qui est le propre de l'amour, mais un élan vers soi-même. C'est-à-dire que 8 fois sur 10, dans des lettres d'amour qui avaient moins de 30 ans, les gens ne disaient pas « je t'aime », mais « je m'aime », prouvant par là qu'ils étaient, eux aussi, en orbite autour d'eux-mêmes et qu'ils gravitaient dans cette société d'où tout est l'ego. Donc on l'a bien dit, tous ces outils sont réversibles et posent plus que jamais un problème de savoir-être qui n'est pas toujours facile de déployer dans une société qui très souvent est une société de l'instant et du paraître. Je voudrais remercier le panel d'étudiants qui étaient avec nous aujourd'hui. Je voudrais tous vous remercier. Remercier surtout Oriane Garcia, Claude Rive-Robin, Nicolas Sadirac, Nathan Stern, et souhaiter le meilleur avenir possible au lien social.